La radio allumée. Eh bien, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Nous avons en notre compagnie, et c'est un immense honneur de le recevoir, le chef politique de Option Nationale, Jean-Martin Asselin est avec nous. Salut Jean-Martin. Salut. Wow, c'est sérieux, je suis impressionné. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment, moi en tout cas, je suis sous le choc. Très beaucoup, Marc, très beaucoup. J'ai plus rien à dire, je suis émotif, c'est fini. Alors Jean-Martin Asselin, le 7 juin dernier en 2011, donc il s'est passé quelque chose. Vous êtes devenu un parti politique. C'est en 2011 ou en 2012 En fait, le 7 juin 2011, c'est quand j'ai quitté le caucus du PQ. Mais le parti, officiellement, on a eu l'approbation du DGEQ le 31 octobre, à l'Halloween l'an passé. Donc, on fête notre premier anniversaire à l'Halloween cette année. Ouais, joyeux anniversaire! Yes! Wow, c'est donc bien cool ça. Ouais. OK, alors Jean-Martin Asselin, avant de s'attaquer aux questions politiques, parce que bien sûr, on va glisser quelques mots sur la politique, j'aimerais savoir t'es qui, t'es quoi, tu viens d'où, c'est quoi les diplômes que t'as fait, tout ça. T'es un gars de où, premièrement? J'ai grandi à Nicolette, région de Nicolette, le comté que je représentais, mais je suis né à Sorel. T'es né à Sorel. J'ai vécu quelques mois là, donc ma famille est encore là, la famille élargie, mais j'ai pas de souvenir de Sorel. J'ai jamais vécu là, même si je suis né là. Donc je suis un gars de Nicolette. En gros, je suis un gars de la région de Nicolette. T'as grandi là, t'as fait ton école primaire, secondaire à Nicolette, puis j'ai fait le cégep à Trois-Rivières qui était le plus proche après, puis ensuite pour l'université, je suis parti un peu plus loin. Séminaire, base Nicolette, c'est la base militaire qui est là, non? Non, Nicolette, c'est l'école de police. Police, c'est ça, l'école exactement. de police où tous les policiers, incluant 728, sont passés. Ouais. Yes. ouais, c'est ça. Oh, ça va faire partie des autres sujets un petit peu plus tard. T'as étudié en quoi au cégep? Sciences. Au cégep. J'ai fait sciences générales, sciences pures, que ça s'appelait à l'époque. Je pense que ça a changé de nom depuis. Puis à l'université, ensuite, je suis resté quand même assez longtemps à l'université. Je suis resté 9 ans. J'ai fait 2 ans d'actuariat, 3 ans de finance, puis 4 ans d'économie. C'était pas mal toutes des affaires quantitatives que je faisais. Fait que tu connais très bien ton dossier côté économie, là. Ben, je m'y intéresse pas mal, puis ouais, ça fait partie de ma formation, donc c'est des dossiers dans lesquels je suis à l'aise pas mal. Ensuite, t'as fait quoi? T'as travaillé dans le milieu de la finance? Ouais, ma carrière, ça a été tout le long pas mal en gestion de fonds ou en gestion de risque pour des portefeuilles d'actifs. Donc, c'était de la finance internationale que je faisais, ouais. OK, et qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait basculer que tu t'es lancé en politique? Ben, la politique m'a toujours intéressé, même quand je travaillais en finance, puis même quand j'étais aux études. Puis j'avais 10 ans lors du référendum de 80, j'avais 25 ans en 95, donc ça m'intéressait beaucoup ces deux choses-là aussi. Puis je savais, j'ai su toute ma vie que je ferais de la politique un jour, mais ce qui a accéléré le fait que je me lance en politique en 2008, c'est que l'ADQ avait gagné le comté de Nicolette en 2007. Oh! Puis j'acceptais mal que ma mère vive dans un comté présidé par un adéquiste. Donc, je suis retourné là pour prendre le comté, puis ça a marché. OK. Oh. Donc, tu es devenu un député péquiste? Oui, je me suis présenté au PQ à l'époque. J'ai toujours été souverainiste, puis à l'époque, évidemment, l'Option nationale n'existait pas. Puis le véhicule souverainiste officiel, c'était le PQ. Donc, c'est là que je me suis présenté, ouais. Puis les référendums de 80 puis 95, t'as vécu ça comment nécessairement pour les citer comme le premier, j'étais très jeune, mais dans le cours d'école, je me souviens très bien que ceux dont les parents votaient oui se chicanaient avec ceux dont les parents votaient non. Je me souviens très bien de l'ambiance. Et je faisais partie évidemment du camp du oui, mes parents étaient nationalistes. Puis en 95, j'étais un peu plus impliqué, par exemple. J'étais membre des économistes pour la souveraineté, j'étais le représentant étudiant là-dessus. Quoique lors du vote, j'étais plus au Québec, j'étais rendu à Barcelone pour un doctorat en économie. Donc le jour du vote, j'étais pas ici, mais ma mère m'appelait aux heures à peu près pour me dire ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas Internet aussi développé à l'époque. Puis quand t'as reçu le résultat, t'as vécu ça comment? Savoir c'était si proche. Comme la plupart des souverainistes, je pense que ça a été un brise-cœur vraiment parce que ma mère, au début de la soirée, me disait je pense qu'on l'a. Donc tu commences à te faire des idées puis à rêver là-dessus. Puis ensuite, quand ça vire de bord, ça fait encore plus mal. Ouais, c'est vrai que ça a été quand même un choc émotif pour à peu près toutes les personnes qui votaient oui. Jean-Luc Mongrain a eu une entrevue avec les Francs-Tireurs il y a pas tellement longtemps. Et lui, justement, il y a un commentaire qui a passé qui, moi, j'ai retenu. Il disait, si vous voulez que ça passe la question référendaire, arrangez-vous pour que les gens répondent non. Ouais. Parce que le désir d'indépendance, quand on part de la maison, c'est non. C'est en disant non qu'on affirme notre indépendance envers les autres. Le non était plus affirmatif que le oui, mais moi je trouve que c'est un projet super positif par contre de se faire un pays. Il faut que les gens disent oui, on veut ça plutôt que de dire non, on n'aime pas autre chose. Parce que si on veut être vraiment précis, il faut répondre oui à quelque chose et non à quelque chose parce que tu sais pas à quoi d'autre tu répondrais non aussi. Ouais, mais lui répondait à la rhétorique de réussite. Je pense que c'était une image qu'il utilisait qui était très efficace, mais moi je pense que c'était super un beau gros oui qu'on va voir ça. C'est un beau gros oui. Tu es père de 2 enfants?
Oui, deux jumeaux jumelles de 2 ans. C'est des jumeaux? Oui, jumeaux Wow. jumelles, on est un petit couple en partant. Wow! C'est donc bien solide, ça. C'est assez épuisant, là. Je le souhaite à tout le monde, puis d'un autre côté, je le souhaite à personne, parce que c'est vraiment épuisant. Ok, hein. Et c'est ta femme, genre, j'imagine, bon, qui s'occupe des enfants à la maison, parce que tu dois être ouais, je pense régulièrement... on est ensemble, oui. Non, mais régulièrement, tu dois être parti, je veux dire, avec tes trucs politiques et tout. Ben là, disons que dans la dernière année, encore plus, c'était presque monoparental parce que j'étais tout le temps à gauche et à droite à me promener partout au Québec pour le projet politique. Donc là, ça fait du bien d'être un peu plus à la maison puis d'avoir plus de temps pour être en Mais c'est famille. le fun aussi, tu sais, tu règles la question déjà en partant, tu sais, c'est pas, tu sais, t'aurais eu 2 jumeaux, là, ça serait le fun d'avoir une petite fille. Ouais, Là, ouais. t'as pas le choix de remettre la question sur le sujet. Effectivement. Tu sais, c'est comme, hey, bogus, les 2 premières Puis choses. ça va être ça va être Voilà. ces deux-là parce que je les ai eu à 40 ans, là j'ai 42 ans puis les nuits blanches sont assez difficiles à 42 ans d'en faire 2-3 de suite, on n'est plus fait pour ça à cet âge-là. Donc on a 2 enfants puis ça va être ça. Puis, ben, ta femme, donc, c'est une perle pour s'occuper des enfants pendant que t'es parti, là. Ah, elle a été d'une patience phénoménale. Ouais. Est-ce qu'elle t'appuie dans tout ce que tu fais, j'imagine? Oui, bien sûr. avec- On s'est connus en politique. Je l'ai connue quand j'ai été élu en 2008 au Parlement. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Elle connaît bien le milieu. Elle connaît bien ce que ça implique aussi. Donc, elle avait une compréhension là-dessus. Mais n'empêche que ça a été des efforts doublés qu'elle a dû faire pendant que j'étais pas là. Ouais. Donc, elle est en train d'accumuler des airs lousses, là. Ah, elle en a un paquet. Là. Je pense qu'elle peut prendre sa retraite. là. Jean-Martin, on va prendre quelques instants pour transférer nos questions sur le côté politique. On va écouter le message de la publicité officielle de Option Nationale. Question de nous mettre dans le bain de ce que Ok. Option Nationale nous propose. La vraie politique, c'est une chose noble et belle. C'est de toujours se demander qu'est-ce qui va dans le sens des intérêts collectifs pour que la société progresse. Au Québec, on est pris depuis des décennies avec une alternance entre les deux mêmes partis qui savent que le pouvoir va leur revenir automatiquement après quelques années. C'est cette alternance qui nous a menés à la morosité politique actuelle. C'en est rendu que les deux partis utilisent comme principal argument la peur que l'autre soit élu. Pas très emballant comme projet de société. Option Nationale propose beaucoup mieux pour le Québec. On veut faire en sorte que toutes les lois qui nous régissent comme citoyens soient votées ici, au Québec. On veut faire en sorte que toutes les taxes et tous les impôts que nous payons soient gérés par des gens que nous avons élus. On veut aussi faire en sorte que tous les traités internationaux qui nous lient aux autres nations du monde soient négociés par le Québec avec nos intérêts en tête. On aura le même courage que René Lévesque avec Hydro-Québec et on nationalisera les ressources naturelles, parce que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. On instaurera la gratuité scolaire balisée, parce que tous les pays du monde qui l'ont fait se sont rendus compte que les revenus qui en découlent sont de beaucoup supérieurs aux frais de scolarité. On souhaite aussi moderniser nos institutions démocratiques en tenant entre autres des élections à date fixe, en interdisant les dons privés aux partis politiques et en instaurant un système de scrutin plus proportionnel pour qu'enfin les sièges à l'Assemblée nationale correspondent à peu près à l'appui populaire pour chaque parti, comme le dicte la démocratie la plus élémentaire. Option Nationale, c'est tout ça et bien plus. Nous avons des candidats partout au Québec pour offrir une véritable alternative à la politique terne des dernières années. Il faut revenir à cette chose noble et belle que doit être la politique. Nous avons eu l'audace de fonder un parti pour faire avancer le Québec. Le 4 septembre prochain, nous compterons sur votre audace pour le faire entendre. Bienvenue chez Option Nationale. Non, mais bon, Ben ouais, ben c'est toi qui l'as fait, hein. La question qui tue, est-ce que c'est toi qui as fait le thème musical? non, les jingles, c'est pas moi. Sont assez efficaces. Je les aime beaucoup, mais c'est pas moi qui fais les jingles. Parce que tu joues de la musique classique. En fait, t'en composes. Ben avant toute chose, je suis musicien dans la vie, je suis compositeur, donc économie, finance, c'était comme un sideline. Beau Mais- sideline! Beau sideline! Mais ce que je compose est plus commercial. Là. J'ai fait une formation classique de 10 ans piano classique, mais c'est pas le genre de musique que je compose. J'en ai quelques-unes qui sont un peu plus classiques, mais c'est plutôt orchestration complète avec paroles. Là. C'est des tunes que je fais. Ben, j'aurais aimé ça que tu nous amènes quelque chose qu'on Ça puisse s'en vient. écouter, là. Ça mais s'en vient là, il faut que je reprogramme une couple de choses parce que je me suis rééquipé avec des choses très modernes dans les dernières semaines. Là. J'ai des claviers qui datent de quelques années déjà, mais ça va venir. Sur Facebook, on a vu ce matin une photo Ouais. de toi en studio Ah ouais. avec tes keyboards et ton micro, tes trucs. C'est avec ça que je m'amuse. Puis comme je vous disais, bientôt je vous ferai entendre ça. Ah, ça serait le fun, ça. Jean-Martin Merci. Hassan en musique. Oui. Wow, une autre facette. Bon, maintenant, les questions politiques. Oui. La première question nous vient de Mathieu Cyr, un humoriste. Quelle formation a fait le plus de dommages à l'humanité? Est-ce que ce sont les libéraux ou Nickelback?
C'est Mathieu qui pose la question. Faudrait juste pas que les gars de Nickelback votent libéral, parce que là, ça serait vraiment un double whammy, mais je pense que sur l'effet collectif, je pense que les libéraux ont été plus dommageables récemment que Nickelback, oui. Ouais, et concernant les votes proportionnels à date fixe, vous auriez eu des postes là si ça avait été On proportionnel. aurait 2 députés ici, c'était plus proportionnel, ouais. Puis Québec solidaire en aurait eu plus aussi, la CAQ en aurait eu plus aussi. Donc il y a beaucoup de partis qui en souffrent, pas juste Option nationale. Puis en fait, même les partis au pouvoir, là, les libéraux, les péquistes qui ont été au pouvoir en alternance depuis 40 ans, en ont déjà souffert aussi. Sauf qu'ils sont prêts à accepter le fait qu'ils en souffrent de temps en temps pour avoir l'avantage d'en bénéficier injustement de temps en temps aussi. Ouais. Donc moi, je pense que c'est pas parce qu'un système désavantage tout le monde qui est correct, il faut le changer pour qu'il désavantage personne finalement. OK. Alex, question? Ben oui, moi ce que je vois c'est que souvent tu mets la question de l'indépendance en 2 volets, c'est-à-dire culturel et économique. Puis tu dis souvent que l'aspect culturel est assez clos. Donc je laisse juste savoir comment tu l'expliques ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce serait dur pour un Canadien anglais de venir nous dire qu'il va mieux protéger le français que les Québécois. Puis ce serait dur aussi pour un gars de Terre-Neuve de dire qu'il va mieux protéger la culture québécoise que nous-mêmes. Donc sur le plan culturel, les choses sont un peu plus claires et intuitives en fait. Et ceux qui sont sensibles à cette cause-là votent en majorité déjà oui. Donc moi ce que je me disais, c'est que le travail à faire, il est davantage avec les autres Québécois, les pragmatiques qui regardent plus leur portefeuille, puis qui se demandent plus est-ce qu'on a les moyens d'être un pays ou non. Puis je pense que le jour où on va avoir évidemment gardé tous ceux qui regardent davantage la culture et qu'on va avoir acquis ceux qui pensent plus à l'économie, bien là, ça va se faire sans problème. OK, mais dans l'aspect culturel, tu considérais aussi l'aspect identitaire, à savoir... Ben en fait, ouais, les 2 classes que j'appelle tout le temps, il y en a une qui c'est les romantiques, puis l'autre c'est les homo economicus, qui est un terme qui existe pour vrai en économie, là, on se demande toujours, ça me rapporte combien ou ça me coûte combien. Donc tout ce qui est culturel, moi, en fait tout ce qui est identitaire, linguistique, historique, culturel, c'est les romantiques, et tout ce qui est plus pragmatique, question d'argent, le budget, la péréquation, c'est ça. Combien ça coûte ou combien ça donne, ça c'est plus homo economicus. OK, puis quelqu'un qui se considère qui est québécois, mais qui se considérerait plus canadien, tu lui dirais quoi pour le convaincre, pour envisager un peu plus l'indépendance? Ben ça, c'est l'argument en fait que je combats pas. Moi, le seul argument que je combats pas comme souverainiste, c'est quelqu'un qui me dit qu'émotivement ou sentimentalement, il se sent davantage canadien que québécois, puis que c'est une question de trip. Ça, c'est tout à fait respectable, puis je veux même pas me battre contre ça parce qu'il a le droit. Ce contre quoi j'en ai, c'est ceux qui pensent à tort qu'on n'a pas les moyens d'être un pays, ou qu'on dépend de la péréquation alors que c'est faux, ou qu'on est trop endetté alors que c'est pas vrai. Donc tous les arguments qui factuellement se défont pour être corrigés en faveur de la souveraineté, c'est ça que je combats. Mais ceux qui se trouvent davantage canadiens que québécois, ça, j'ai pas à combattre ça, c'est personnel pour eux. Ça. OK. Mais est-ce que tu considères vraiment que comme Québécois, on a les moyens de venir à nos propres besoins dans un contexte de souveraineté? En fait, on n'a pas les moyens de pas le faire. Ah. Oh! Mais je m'en allais dire avant qu'ils répondent, genre, qui pense que oui? Moi, je pense qu'on a les ressources. Moi aussi, je pense, mais je veux non, juste... économiquement, c'est quelqu'un qui clair. mais quelqu'un qui est pas sûr, explique-moi. Mais c'est ça le problème, c'est que, comme je disais tantôt, tout ce qui est culturel, c'est un peu plus intuitif, donc à peu près tout le monde peut se faire une idée là-dessus. Mais ce qui est économique, on n'a pas tous le temps ou tous la formation d'ouvrir un livre d'économie puis d'aller voir si c'est vrai ce que les fédéralistes ça balance, disent. Exactement. Mais sur le plan de la péréquation, la majorité des Québécois pensent qu'on en dépend. Alors qu'on n'en dépend pas du tout, parce que si on était souverain, juste les économies qu'on ferait en arrêtant de payer pour 2 ministères, un fédéral, les doubles plateaux, mais les doubles juste jobs, ça vaut plus que la péréquation. Donc tout ça, ce serait une économie plus grande que ce qu'ils nous versent chaque année. Donc la péréquation, c'est pas vrai qu'on en dépend. Puis sur la dette, par exemple, on nous dit souvent on est trop endetté pour être un pays souverain, mais on est moins endetté que la majorité des pays riches du monde. Donc c'est-tu tous des imposteurs, les autres qui sont souverains puis qui sont plus endettés que nous autres? Donc c'est tous des arguments qui se défendent. Donc économiquement, le Québec a amplement les moyens. En fait, on gagnerait beaucoup à être un pays. On gagnerait énormément, moi je crois. Puis la nationalisation des ressources, comme mettons si on nationalisait le plan Nord, comment est-ce qu'on trouverait l'investissement pour nous-mêmes en tant que, mettons, État, pouvoir développer le projet? Ben, vous savez que dans le plan Nord, déjà, l'État québécois paye plus que la moitié de la chose. On n'entend pas beaucoup parler, mais il y a 45 des 80 milliards qui viennent de nos poches, puis ça, c'est comme si ça venait du ciel, personne n'en parle. Donc, oui. OK, là, tu me l'apprends, moi, c'est parce que je... Non, dans le plan Nord, je suis pas toute, là. Dans le plan Nord, il y a des immenses investissements publics là-dedans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on finance leur développement et leur enrichissement, parce que par la suite, les profits vont en majorité dans la poche des compagnies qui souvent sont étrangères. Et ce qui est un peu étrange, c'est que les libéraux me disaient, on peut pas nationaliser nos mines parce que l'État a rien à faire là-dedans, mais ils laissent des compagnies nationales étrangères venir chercher notre minerai. Donc, si les compagnies étatiques étrangères viennent le faire ici, faisons-le nous-mêmes. Arrêtons de... Oui, mais est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour faire ça?
Ce serait la même main-d'œuvre. Le privé serait inclus dans un secteur de ressources naturelles qui est nationalisé. L'État serait maître d'œuvre de la chose. C'est exactement comme Hydro-Québec. Quand Hydro-Québec décide de construire un nouveau barrage, c'est pas des fonctionnaires qui mettent un cache jaune et qui vont bêcher. C'est des firmes privées d'ingénieurs puis des consortiums de construction qui font le barrage. Sauf que c'est l'État qui est maître d'œuvre de ça, puis les profits qui en découlent reviennent à l'État. Mais le privé a beaucoup de contrats dans Hydro-Québec, chez Hydro-Québec. Ce serait la même chose pour les ressources naturelles. Le privé continuerait à nous faire bénéficier de son expertise, de son innovation. Puis d'ailleurs, si un privé invente une machine qui permet de mieux extraire l'or, tant mieux s'il s'enrichit avec ça. Mais la propriété de la ressource doit enrichir les propriétaires. Puis ça, c'est nous, c'est pas les privés. C'est ça le problème. La question homo economicus, mettons. OK. Mettons, si tu prends tous les revenus possibles qu'il peut avoir à partir des impôts, est-ce qu'on va avoir assez de financement nécessairement pour non seulement nationaliser les ressources, mais en plus faire de l'investissement dans les instituts publics? Amplement, parce qu'actuellement, on fait déjà des investissements gigantesques dans nos ressources, mais les profits s'en vont ailleurs. Donc, si on avait à terme des milliards de plus qui rentrent dans les coffres publics venant de nos ressources, c'est sûr que tous nos services publics seraient mieux financés. Il y a aussi des choses à rationaliser, là, à rendre plus efficaces. Par exemple, il y a un exemple que je mentionne très souvent, c'est le rapport d'impôt. On est les seuls au Canada à faire 2 rapports d'impôt chaque année. Tous les autres en font un seul. Ça coûte à l'État un demi-milliard de trop chaque année. Donc, chaque année, c'est 500 millions qui s'en vont en dédoublement de paperasse. Attends, j'ai pas compris. Pour gérer la paperasse. En Ontario, il y a un seul rapport d'impôt chaque année. Dans les 9 autres, on l'a appris cette semaine. Dans les 9 autres provinces sur 10, il y a un seul rapport d'impôt. Les Québécois sont les seuls à en avoir 2, puis ça coûte 500 millions de plus par année. Pourquoi? Parce que Duplessis, en 54, a dit, on va avoir un rapport d'impôt qui est à nous autres. Parce que dans les autres provinces, il faut savoir que c'est le fédéral qui ramasse tout et qui redonne ensuite aux provinces. Et les autres provinces l'acceptent parce qu'ils se sentent canadiennes. Mais au Québec, les sondages disent que 70% des gens veulent que le Québec gère nos propres impôts. Donc, s'il y avait un rapport d'impôt unique, il serait géré par le Québec parce que c'est ce que la majorité des gens veulent. Pourquoi on fait pas ça, ramasser l'argent puis redonner ça au Canada? Je te dirais que je ne sais pas parce que j'ai présenté moi-même une motion à l'Assemblée nationale pour ça et les libéraux se sont levés un par un pour voter contre. Et le plus fâchant, c'est qu'après le vote, il y a des libéraux qui sont venus me voir en me disant « Excellente idée, mais on a une ligne de parti. » Donc, c'est même la politique, là. Non, c'est pas tout le temps comme ça, mais dans les dernières années, ça l'a été. Puis de plus en plus, hein. Vivement qu'on s'en sorte. Quand tu parles de 500 millions, oui, je suis d'accord avec toi. 500 millions de frais, là, c'est les frais que ça coûte pour gérer toute la paperasse, renvoyer les juste pour l'État. Exactement. Parce que pour les entreprises et les particuliers, c'est aussi 300 millions de plus. Donc, globalement, c'est 800 millions de dépenses inutiles le fait d'avoir 2 rapports d'impôt chaque année. C'est récurrent. Puis pour dire ce que tu disais, tu dis, il te parlait qu'il allait rester des millions, tu sais, comme avoir des millions de plus et tout ça, mais c'est pas avoir des millions de plus, c'est juste qu'il resterait là à la place. C'est ça. L'argent est déjà dans le système, puis il serait mieux géré. Exactement. Il y a des gens qui pensent que si le Québec devient souverain, on pourrait rentrer en guerre contre le Canada ou encore les États-Unis vont venir nous ramasser. On n'aurait pas une bonne ligne de défense avec non, mais c'est utopique, là. Tu comprends, ça, c'est grands moments qui pensent à faire ça fait partie du discours de peur des fédéralistes. Il est essentiellement économique. Là. Ça a commencé en 80 avec les grands-mères en leur disant vous allez perdre vos pensions, ce qui était ridicule parce que c'est l'argent du Québec qu'on envoyait à Ottawa puis qui revenait en pension. Donc, si on est souverain, on garde notre argent, puis on se paye nos pensions, puis ça finit là. Mais le discours de peur a toujours été essentiellement économique. Et quand ils se sentent vraiment complètement paniqués, ils vont aussi loin jusqu'à menacer, peut-être qu'il y a une guerre civile. Les gens chrétiens, d'ailleurs, en 95, avaient dit qu'ils pouvaient pas dire que les tanks rouleraient pas sur le Québec si le Québec se séparait. Ça, c'était un discours de peur le plus détestable qui soit. Il y aura évidemment pas de guerre si démocratiquement les Québécois se disent oui à un référendum. Il y aura pas de guerre. On se comprend ceux qui ont peur. On peut pas garantir qu'il y en aura pas. Moi, je pense que oui. Qui envahirait le Québec? Pensez-vous que le Canada, qui est un pays généralement très pacifique, envahirait un peuple qui se dit démocratiquement oui, alors qu'il y a des dizaines de pays de plus dans le monde depuis le dernier référendum de 80, là, puis le Canada les a tous reconnus un après l'autre. Bon, alors, si ça se passait démocratiquement dans sa cour, parce que dans ces dizaines de pays-là, il y en a beaucoup qui l'ont fait avec des mitraillettes, ce qui est exclu ici totalement. Ici, ça va être démocratique. Mais pensez-vous que le Canada envahirait quelqu'un dans sa cour qui décide que oui, il veut être souverain de façon démocratique, alors qu'il a reconnu tous les autres qui l'ont fait? Ça n'a aucun sens. Puis par rapport aux États-Unis? Les États-Unis veulent évidemment pas de guerre à leurs frontières, puis je pense que eux-mêmes feraient des pressions immenses pour que ça se fasse de façon paisible. Les États-Unis, c'est la plus grosse armée au monde, puis ils veulent pas de guerre dans leur arrière-cour non plus. C'était la question de ma maman. On s'attend pas à qu'on a des envahisseurs, mais j'ai quand même un sentiment que si jamais le oui passe,
et quand il va passer, qu'il va quand même avoir une certaine violence qui va monter à l'interne du Québec avant que tout ça se restabilise. De la part de qui? Entre nous? Oui, mais parce qu'il y a quand même il y a quand même une grosse partie de gens qui sont anglophones, qui veulent être encore au Canada, qui vont habiter ici, ils vont être dans un pays qui leur a été imposé par un nombre X de pourcentage de vote, là, tu sais. Puis eux vont avoir voté non, puis là, ils vont se dire, OK, là, j'habite maintenant dans un pays dans lequel je ne veux plus être. Ben, moi, je prends un exemple sur le référendum de 95. En 95, vous savez que ça s'est décidé par 1,5%. C'était pas beaucoup de votes, là. Puis par la suite, même, on a su qu'il y avait eu de la triche, puis que dans les faits, je pense que le oui avait probablement gagné. Et malgré tout ça, il n'y a pas eu une tape d'en face de données. Le peuple québécois est extrêmement pacifique et démocrate. Le peuple québécois qui vote pour oui est pacifique et démocrate. Je pense que c'est la même chose de l'autre côté. Habitués mais je pense que c'est la même chose de l'autre côté. Oppressés, mais ceux qui, si la tarte revire de bord, j'ai le feeling qu'il y a une gang d'anglophones qui vont être un peu plus... Ça peut être perçu à l'inverse aussi, là, ce que tu dis, dans le sens où c'est nous autres aussi qu'on subit nécessairement la décision de l'autre et on devient pas violent pour autant. Non, mais nous, on l'a subi depuis plusieurs années. Mais historiquement, ça fait des années qu'on est dans cette position-là, que le Canada est coupé en morceaux comme ça. Fait qu'on assume jusqu'à temps que ça change, mais c'est quand que ça va changer. C'est ceux qui étaient bien dans la position qu'on leur enlève. Là, moi, je pense que la façon dont on va le faire va être tellement démocratique que ça va être respecté. Parce que vous savez que le Québec est entré dans le Canada. Il n'y a pas eu de référendum ni même d'élection là-dessus. C'est un vote du Parlement à l'époque qui a dit « Nous sommes maintenant Canadiens ». Et on pourrait tout aussi bien sortir du Canada par un simple vote du Parlement, ce qui s'appellerait une élection référendaire. Okay. Sauf que la majorité des Québécois voudraient que ce soit encore plus démocratique que ça avec un référendum. Puis je pense que ça va se faire avec, que ce soit un référendum ou non, il va y avoir une consultation de la population avant qu'on devienne un pays. Mais moi, je peux seulement faire l'hypothèse que ceux qui vont être dans le camp qui perd le référendum ou quelle que soit la formule, qui vont le respecter autant que quand eux ont gagné. C'est la seule hypothèse qu'on peut faire. Sinon, on fera plus jamais rien pour... Non, c'est parce que je comprends l'opinion de Mélanie. Tu sais, je veux dire, quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, des chars qui revirent à l'envers, ça brûle puis tout, là. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre que dans un référendum, il va peut-être en avoir 3-4 Mongols, là, qui vont aller faire brasser des affaires au centre-ville, là. Des gens qui font des choses un peu imbéciles et regrettables, il y en aura tout le temps dans toutes les classes puis dans tous les genres d'événements, mais je pense que collectivement, je pense il dit bonjour, c'est ça. Je pense que collectivement, on peut faire l'hypothèse que ça se ferait très bien au Québec. Moi, je pense que s'il y a un endroit au monde où on peut le faire démocratiquement et pacifiquement, c'est bien ici. Ben, je suis un peu d'accord. C'est vrai que là-dessus, je vois pas comment. Moi, je regarde juste mes voisins. Je les vois pas sortir avec un bat là. Puis je connais beaucoup d'anglophones. Je connais énormément d'anglophones aussi. J'en connais certains qui sont souverainistes parce qu'ils se sentent d'abord québécois et après canadiens. Donc ils voteraient oui à un référendum même s'ils parlent anglais. Et les autres que je connais qui sont fédéralistes. Premièrement, ils respecteraient le vote et deuxièmement, ils s'en iraient pas non plus en Ontario ou aux États-Unis comme certains menacent souvent de le faire. Là. Oui. C'est encore une fois, c'est pour inciter les gens à pas vouloir ça, à pas voter oui, mais il y a beaucoup de discours de peur utilisés par les fédéralistes. Puis au-delà des discours de peur, il y en a aussi qui amènent l'indifférence. Tu sais, nécessairement que la question de l'indépendance est une vieille question qui, dans ce cas-ci, n'a plus à débattre et qui passe d'une autre époque. Ah, l'indépendance, c'est tellement intemporel. N'importe quelle nation qui est pas souveraine doit le devenir, puis si c'est l'an prochain ou dans 100 ans, c'est la même chose. Les arguments pour être libre puis décider chez soi de ce qu'on veut devenir, c'est intemporel, ça. Puis comme je le disais, il y a plusieurs dizaines de pays de plus que lors du référendum de 80, puis il y a plusieurs pays de plus que lors du référendum de 95. Donc la tendance dans le monde, c'est pas à moins de pays, c'est à plus de pays. Et partout, les nations se lèvent debout puis veulent parler d'égal à égal avec les autres, puis il est grand temps que le Québec fasse partie de ça. Ouais. Moi, j'ai des arguments qui disent, bon, vous êtes dans le... Comme j'ai des amis américains, quand j'ai parlé de ça, de l'indépendance, ils comprenaient pas, j'essayais de leur expliquer, puis à un moment donné, ils ont dit, ouais, mais pourquoi tu veux te séparer du Canada? Vous êtes plus dans le Canada, fait que vous avez nécessairement plus de force dans le monde. Ben alors pourquoi on ne devient pas tous américains, on va être encore plus gros? Ben, c'est leur argument. Non, mais on se comprend. Ben non, c'est vrai. Moi, je dis qu'on fait une bataille de risque. Moi, je veux le Irkoutsk. Ouais, exactement. On le met en mauve. Moi, je vais prendre l'Australie en bas. Exact, c'est ça, tu sais. Tu mets toutes tes armées en bas. Mais l'argument qu'on est plus fort, plus grand, c'est pas vrai dans la réalité actuelle. 14 des 15 pays les plus riches au monde sont plus petits ou comparables au Québec. Le seul qui est plus riche que le Québec, qui est plus gros que nous autres, c'est les États-Unis. Mais tous les autres, c'est Norvège, Suède, Finlande, Liechtenstein, Luxembourg. C'est des petits pays qui sont les plus prospères. Wow. Luxembourg. Bel argument, ça. C'est vraiment très riche, en plus. C'est là que siège l'ONU. L'ONU est à New York, en fait, le siège social. Ben, ils ont en Genève,
En Suisse aussi, ils ont Là, j'ai une question plus personnelle. Sur Facebook, pendant les dernières années, il y a passé plusieurs nouvelles concernant l'Islande qui aurait nationalisé les banques là-bas, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Ben, ils ont radicalement changé leur système bancaire parce qu'ils ont vraiment beaucoup souffert de la crise des produits dérivés en 2008. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui trippent sur l'Irlande parce qu'ils ont fait bien des choses par Internet direct. Sur l'Islande, oui. Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses directement avec leur peuple sur Internet, par courriel, tout ça. Sauf qu'il faut se souvenir qu'ils sont 300 000 à peu près en Islande. Donc ça se fait bien. On est 8 millions au Québec. Donc ce serait plus difficile d'avoir une démocratie aussi directe, mais l'Islande a vraiment révolutionné son système. Est-ce que de nationaliser les banques pourrait être un plan pour le Québec? Ben, nationaliser complètement les banques, moi je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée parce que la prise de risque que les banques font en général, c'est utile dans un système économique. Okay. De mieux encadrer le système des banques, ça c'est nécessaire parce que la crise de 2008 est venue de la déréglementation du système bancaire. En gros, c'est les banques américaines qui étaient responsables de s'auto-réglementer, puis on a vu ce que ça a donné. Donc évidemment, ils cherchaient le profit, puis ça a éclaté. Ben c'est ça, moi j'essaie de comprendre, à chaque fois je paye 20, 40, 60 piastres de frais d'une banque, que je suis supposé, moi, prendre mon argent, déposer ça là, leur faire de l'argent avec ça, puis après ça, tu me charges pour ça. Allô? Ben, les banques, en fait, au Canada, donc incluant le Québec, les banques sont mieux réglementées que ce que c'était aux États-Unis. D'ailleurs, c'est les banques canadiennes qui sont vues comme les plus solides au monde, en général, dans le monde financier. Qu'est-ce qu'on fait avec la case pop? C'est une blague. Non. En fait, la Caisse populaire le mouvement des jardins est un des plus grands mouvements coopératifs au monde. C'est une des plus grosses coopératives. Et une des personnes qui me charge le plus de frais quand je retire dans un autre guichet que celle-là, man. C'est 3 piastres. Ça, c'est généralisé. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'avis que les frais que les banques et les institutions financières en général chargent aux usagers sont beaucoup trop élevés. Quand on voit qu'ils chargent des frais puis qu'ils font des milliards de profits en fin de l'année, moi, on se dit qu'ils pourraient peut-être réduire sur les frais. Moi, je serais tout à fait ouvert à légiférer là-dessus. Et comment, oui. Attends, laisse-moi, tu sais, comme genre 3 piastres de frais, puis tu sais, je veux dire, c'est eux qui nous ont conditionnés à dire, arrêtez d'avoir de l'argent chez vous, venez la déposer chez nous. Là, on nous a dit, arrêtez de la traîner dans vos poches. On donnait une petite casse, puis on va mettre des terminales partout. Là, ils mettent des terminales, mettent des guichets. Hey, on va réduire nos heures d'ouverture, mais on va mettre plus de guichets. Mais à chaque fois que tu vas retirer, on va te faire chier. 3 piastres, plus les frais que tu payes en plus. Moi, je trouve ça astronomique. Plus que j'étais avec plusieurs banques, fait que tu vois les taux. T'en as de l'argent. Mais non, mais oui, et je m'affirme et je la cache aussi. Mais tout ça pour dire que je comprends pas, un peu comme les tabacs, tu sais, ils ont fait beaucoup de législation là-dessus. Pourquoi vous t'entendez pas sur un tarif, la même affaire que l'essence, un tarif, au moins, dites toutes les banques, on va pas en haut de 2 piastres, ou une, là tu vois, il y en a un c'est 1,5, l'autre c'est 3, l'autre c'est 2. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de me faire jouer après moi, là, comme un yo-yo, puis si je mets 5, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le prendre? Hein, oui, tu vas le payer, tu vas fermer ta, tu sais. Mais moi, je pense que les frais aux usagers sont trop élevés en général dans le milieu financier, puis d'autant plus que si on enlevait tous ces frais-là, ils feraient encore des milliards de profits, donc avec qui me fait rire, moi, c'est quand j'arrive à la caisse, je prends ma carte de guichet, je fais tout ça, il me charge des frais. Je sors dehors, il y a une grosse banderole. Nous avons remis tant de millions de ristournes. La gueule, enlève-le tes ristournes. Moi, je veux plus payer de frais. On dit souvent que tu ressembles à Christian Bale, j'imagine? Oui, très souvent. Merci. Ouais. Ou un matelot français. Mais justement, parlant des banques, je sais pas si tu as déjà vu le documentaire Zeitgeist Addendum. Le premier, j'ai vu. Moi, pas le deuxième? Non, j'ai vu le premier Zeitgeist. OK, parce qu'il parle du système monétaire fractionnaire. Puis comment est-ce que c'est impossible nécessairement d'éradiquer les banques? C'est quoi ça, le système monétaire fractionnaire? Tu me perds un peu, là. OK, ben c'est un système... En fait, c'est le système bancaire comme quoi il est tout le temps fractionnaire, puis c'est impossible de remplir une dette, puis que ça cause tout le temps l'inflation. Tout le monde doit à tout le monde, finalement. Ouais. Mais éliminer les banques du système économique, ce serait à peu près impossible, parce que si quelqu'un avait un projet, où est-ce qu'il trouverait le capital? Qui prêterait pour qu'il puisse lancer son projet? Banque Québec? Bon. Ben, la Banque du Québec est dans notre plateforme, nous. C'est Banque Québec, Banque de développement du Québec. Moi, j'investirais mon argent là. Je sais très bien que je vais le récupérer en impôt quelque part, là. Ben, en fait, ce serait pas une banque, dans notre plateforme Option Nationale, ce serait pas une banque qui ferait des prêts pour des hypothèques et des choses comme ça, mais ce serait une banque de développement de l'économie du Québec, entre autres à travers les ressources naturelles et tout ça. Donc, ça manque au Québec, ça. Ouais, ben, oui, effectivement. Écoutez, on va y aller avec des enjeux qui sont assez dans l'actualité présentement. Je vais vous poser des sujets. Les tsunamis. Alors, à tour de rôle, vous me dites comment vous voyez ça, puis si vous voyez votre solution là-dedans. Gentil 2.
On était en faveur du démantèlement de ça. D'ailleurs, c'était mon comté à moi. Je l'ai peut-être perdu en partie à cause de ma position contre Gentilly. On ne saura jamais si c'est ça, mais ça n'a pas aidé, c'est clair. Puis c'était la seule décision à prendre parce que par emploi qu'on voulait garder à Gentilly, c'était pas loin de 10 millions de dollars par emploi. Là. Ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop cher. 10 millions par emploi. Oui, parce qu'on parle de 5, 6, 7 milliards au bas mot pour le projet en entier si on inclut la gestion des déchets nucléaires. Puis on parle de 700 emplois, donc c'est quasiment 10 millions par tête de pipe. Ce qui est un non-sens économique, mais il y a des partis qui s'en sont servis de façon électoraliste en disant qu'on peut pas mettre des familles au chômage. Sans dire qu'avec le même argent, on aurait pu garder tout ce monde au travail puis en faire travailler des milliers d'autres. Parce qu'en Ontario, avec le même argent, ils ont créé 16 000 jobs. Puis nous autres, on veut en protéger. 16 000. Puis le gouvernement actuel trouvait pas de meilleure idée que d'en protéger 700 au lieu de 16 000. Donc, il y a vraiment mieux à faire avec l'argent public que de reconstruire une centrale nucléaire. Mais pour je me rappelle plus. Déclassée? La déclassée, ça va quand même coûter quelques milliards. Oui, ça coûte très cher, sauf que ça, c'est une dépense inévitable. Parce que qu'on la déclasse maintenant ou qu'on la reconstruise, il faut la déclasser après. Okay. Donc, le déclassement, il faut le faire un jour. Ça, c'est même pas dans le débat, c'est sûr qu'on va le faire. La question à se poser, c'est est-ce qu'on reconstruit en plus, ce qui est un coût additionnel? Donc, la solution, ce serait de créer d'autres emplois dans d'autres secteurs, à Trois-Rivières ou à Nicolet. Dans la région en général, oui. Puis l'autoroute, dans ce coin-là, s'appelle l'autoroute de l'énergie parce que sur place, il y a des compagnies qui sont actives dans le domaine de l'énergie solaire, de l'éolien. Il y a un centre de recherche en hydrogène. La biomasse mauricienne est immense. Donc, il y a toutes les formes d'énergie dans ce coin-là. On pourrait investir massivement là-dedans puis développer bien plus de jobs. Mais go! Ouais. C'est ce qu'on attend du gouvernement actuel. C'est ce qu'on souhaite du gouvernement actuel. Quand est-ce annonce ça, là? On le dit depuis longtemps. On espère que ça va se faire. OK. Les gars, avez-vous d'autres options pour Gentilly 2? Moi, la seule affaire que j'ai retenue de tout ça, c'est tête de pipe. OK. Merci. OK. Bon. That's it. En jeu, le code du matricule 728. Dans tous les types de professions, il y en a qui font des choses qui dérapent de temps en temps. Je pense que ça, c'est un exemple assez dur à nier. Là. Mais pendant plusieurs années, pas une fois. Là. On a eu des cas qui ont été reliés jusqu'en 96 avec cette matricule-là. Semble-t-il qu'en creusant, c'était problématique depuis un bout de temps. Là. J'ai pas fouillé son dossier moi-même personnellement, mais comme je disais, dans toutes les professions, il y en a qui font des jobs assez surprenantes et qu'on voudrait ne pas voir en place. Mais je pense que en général, par contre, nos policiers au Québec font de l'excellent boulot. Puis là, je parle pas juste pour mon coin parce qu'ils viennent tous se faire former à Nicolette. Mais en général, les policiers font un super travail. Puis moi, je les admire. Je la ferais pas, ce job-là, policier. Moi, non, tu pars avec une strike, déjà... Dans la plupart des cas, les gens sont un peu... quand il s'agit d'un ticket ou d'un avertissement ou de quelque chose, donc c'est un job difficile, d'autant plus que dans de très rares cas, mais ça arrive quand même, ils mettent leur vie en jeu. Donc moi, j'admire les policiers globalement, puis quand il y a un petit cas malheureux, c'est plate, mais je pense que c'est inévitable de temps en temps. Moi, je suis issue d'une famille de policiers. Chez nous, c'est la discipline. Mais j'étais très heureuse quand j'ai vu toute cette grève-là se déclencher, de savoir que mon frère et mon père sont des agents de la GRC et non des gens qui étaient pas ils étaient pas dans l'infrarouge, on va dire ça de même. Mais c'est sûr que les policiers, pendant la crise étudiante, écoute, ils se faisaient brasser tout le temps. Mais c'est normal que la grande majorité... C'est sûr qu'il y a des policiers qui voulaient pas être là. Et la grande majorité des policiers, parce que j'ai fait beaucoup de manifs de nuit, j'ai fait les manifs du 22, la majorité des policiers ont fait un travail exemplaire, remarquable. Puis ceux qu'on voyait de temps en temps qui brassaient un peu, on savait pas s'ils venaient de se faire lancer 3 briques juste avant. Effectivement. Donc encore une fois, je pense qu'en grande majorité, les policiers font un super boulot. Puis je suis sûr que cette crise-là étudiante va servir à l'école de police pour les entraîner mieux, parce que la plupart des policiers en service avaient jamais vu de crise sociale au Québec. C'est vrai, ça fait longtemps. Là. Donc ils n'ont pas eu ça dans leur. Donc ça va servir à améliorer la formation, je suis sûr, à l'école de police. Pour ce qui est du matricule 728. Oui. Ce qui nous fascinait dans les discussions qu'on avait à la maison, c'était que le supérieur acceptait un langage comme ça pour un rapport de ce qui s'était passé dans le truc. Puis je me dis, mon Dieu, il l'a jamais coupé à dire... c'est un langage bizarre, là. Tu peux respire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais que on va dire tes boys, là, parce que souvent ils disent ça, mais tes boys ou tes girls ont besoin de dégonfler parce que ça vient d'arriver sur l'adrénaline et tout, tu sais, mais à un moment donné, tu dis, c'est pas normal qu'on accepte qu'un rapport, même verbal, soit fait avec un langage comme ça, là. Je pense que cet exemple-là va inciter ou faire réaliser à beaucoup de policiers qu'il faut soigner aussi leur langage quand ils se parlent même entre eux, parce qu'on sait jamais... Là, on parle des policiers, puis c'est dans les médias, mais je veux dire, c'est dans toutes les professions, là. Ça c'est clair. Ça, là. On devrait pas utiliser un langage de vulgarité. Vous devriez entendre l'émotion, là. Vous devriez entendre 2 politiciens qui savent pas qu'ils sont enregistrés, vous.
Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai longtemps pratiqué, j'étais sexologue éducatrice, puis on travaillait avec des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale et tout ça. Et puis quand on se ramassait en réunion d'équipe le lundi matin, puis des fois il y avait un psy qui se mêlait à nous parce que nous autres on débordait au niveau mental, nous autres aussi, tu sais. Avec lui. Il n'aurait pas fallu que les sessions soient enregistrées. Ça pouvait être cru aussi, c'est ça. Ah, sûrement, oui. Une opinion sur 728? Non, je pense qu'elle parle d'elle-même. Oh, OK. La commission Charbonneau. Ouais. La corruption. Je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Moi, je pense que la base du problème, c'est d'assainir le financement des partis politiques. Parce que de près ou de loin, tout ça était relié à un parti qui voulait avoir du financement puis qui donnait ensuite des faveurs. Donc, ça prend un système de financement public au Québec. Et les gens qui pensent que ça coûterait plus cher aux payeurs de taxes, c'est l'inverse, ça coûterait moins cher parce que déjà, l'État verse plusieurs millions de dollars aux partis à travers des crédits d'impôt. Quand on fait un don, on reçoit des crédits d'impôt. À travers les remboursements de certaines dépenses électorales, puis à travers les votes qu'on obtient qui valent à peu près 85 cents chacun par année. Là. Donc, l'État paie déjà des millions de dollars aux partis politiques. Il faut que ça arrête de passer par des privés, par contre. Parce que quand moi, je fais un don de 400 dollars à un parti, il m'en vient plus que 300 en crédit d'impôt. Donc, tous ceux qui finançaient les partis avec une mauvaise intention derrière la tête étaient en plus subventionnés par l'État pour faire un don qui va leur donner un retour d'ascenseur ensuite. Donc, je pense qu'il faut au plus vite un système entièrement public de financement qui va coûter moins cher à l'État puis aux payeurs de taxes. Moi d'ailleurs, j'avais une question. En fait, je vais confirmer si mon information est correcte. Moi, j'avais entendu que la CAQ, avant même qu'elle soit reconnue comme un parti politique, avait reçu des dons, mais comme une œuvre de charité quelconque. Un OSBL, oui. Ils se sont créés un OSBL qui s'appelait Coalition Avenir Québec. Donc, en fait, c'était Coalition pour l'avenir du Québec, c'est exactement le même nom. Et ça leur a permis de ramasser plus de 300 000 $ avant de devenir un parti. Et eux prétendaient que c'était pas un parti politique, donc c'était correct, mais ça a permis à des gens, la limite légale, c'est 1000 $ par année, ça a permis à des gens de donner 1000 $ à l'OSBL puis 1000 $ au parti. Donc, ils ont dépassé la limite légale avec ça. J'avais écrit une lettre au DGEQ pour qu'il se prononce là-dessus. Et le DGEQ a dit que c'était pas un parti politique, l'OSBL, donc c'était pas dans son mandat. Ah, donc. J'avais trouvé ça un peu court comme réponse. On va te partir une OSBL, puis quoi? C'est ce qu'il faudrait pas que les gens fassent, mais malheureusement, le DGEQ les laisserait faire. C'est parce que ça viole l'esprit de la loi. Oui, parce que dans la lettre de la loi, un OSBL, c'est pas un parti politique, donc la loi la couvre pas. Sauf que, si on respecte l'esprit d'une loi qui était là pour dire que c'est 1000 $ maximum par personne, par parti, on va pas tous aller se créer des OSBL parce que ça bafoue l'esprit de la loi, puis moi je pense que la CAQ l'a fait, puis le DGEQ a pas mais rendu là, on a-tu des questions à se poser à savoir comment fonctionne le DGEQ au niveau éthique? Moi, je pense que le DGEQ, à certaines occasions, là-dessus, et entre autres sur le débat des chefs, n'a pas eu une réponse très, très féroce. Je pense pas qu'il a fait le boulot qu'il aurait dû faire. Je l'ai trouvé un peu mou dans ces deux situations-là. Institution, là. OK, mais est-ce que c'est quelque chose que, selon toi, qui se reproduit souvent? La solution à ça, c'est d'éclaircir la loi, de clarifier la loi plutôt, de dire que ça inclut tout ce qui est politique de près ou de loin. Donc, si on précise dans la loi que se faire une OSBL, ça se fait plus, mais chaque fois qu'on a des cas où l'esprit de la loi est un peu bafoué, on peut l'inclure dans la nouvelle loi pour être de plus en plus clair puis que toutes les échappatoires n'existent pas, en fait. Okay. Mais là, moi, ce qui me fascine, c'est que du côté machine politique, je peux comprendre, mais c'est quand même des individus humains qui sont à l'intérieur de cette machine-là. Puis là, on va le dire avec l'expression anglophone, là, the shit hits the fan, là, en ce moment, là. Mais pourquoi ça a pris tant de temps avant que le shit hits the fan? Pourtant, tu sais, il y a plein d'individus, je suis certain qui ont dit non, ça, c'est pas correct. C'est sûr, c'est croche, ça pue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que la masse collective, vous pensez, a été si forte à ce qu'on garde le silence? Mais je pense que dans un système de corruption, il y a beaucoup d'intimidation aussi. Là, puis il y a beaucoup de pense aux conséquences. Donc, pense aux conséquences. Si tu t'ouvres la trappe, il y a des choses, des menaces, il y en a tout le temps dans les systèmes de collusion puis de corruption. Fait que là, en ce moment, il y a des gens qui risquent beaucoup. J'espère que la commission Charbonneau va nous permettre de tout nettoyer ça. Là. Il va toujours avoir des gens malhonnêtes quelque part qui vont contourner le prochain système qu'on va mettre en place pour améliorer celui-ci. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois, on tape dessus, ceux qui essaient de contourner le système, mais au sens figuré, évidemment. Bien sûr.
Pas au sens de ceux qui font, pas au sens de ceux qui font déjà les menaces. Non, c'est ça. Mais je pense que le fait que ça ait pris tant de temps, il y avait beaucoup de peur et de menaces là-dedans et de omerta un peu, comme tu disais. Donc, ça doit être difficile d'être celui qui va être le premier whistleblower, encore, oui. un terme anglais. Donc, ça doit pas être facile d'être le premier qui dit, il se passe des choses bizarres, puis j'admire ceux qui le font. Ah, effectivement. Bon, alors, un enjeu de taille pour le Québec, cette fois, le conflit de la Ligue nationale de hockey. Ça n'a pas de sens. Comment tu réglerais ça? On est fâchés. Ouais, c'est difficile à dire parce que je suis pas au table, donc je sais pas c'est qui est le plus capricieux, mais chose certaine, j'ai hâte que le hockey revienne parce que je suis un grand fan de hockey. J'ai hâte d'ailleurs que les Nordiques reviennent parce que si je veux les détester, il faut qu'ils existent. Moi, je prends pour les Canadiens, même si je suis bien nationaliste et que les Nordiques avaient une fleur de lys sur leur chandail. Ouais. Mais j'ai toujours été pour les Canadiens. J'aime bien les dynasties dans le sport, puis j'ai bien hâte qu'ils en gagnent un autre. Là. Ouais, non, ben ils sont dus là, mais il faudrait qu'il y ait du hockey pour ça. Exactement. Moi, je pense qu'il va en avoir un jour parce que l'argent, ça parle assez vite, puis tout le monde perd d'argent en ce moment, donc je pense pas que ça va s'éterniser cette affaire-là. Mais sauf que là, c'est un peu comme un référendum présentement, parce que là, ils sont 50-50 à la table, ils savent pas trop, ils veulent départager les revenus, ils veulent pas que ça se fasse au sauf que les deux perdent. Joueurs, oui. Ça, dans ce cas-là, les deux perdent. Donc, quand ils vont se recommencer à jouer au hockey, se remettre à jouer au hockey, les deux camps vont être contents. Donc, il y aura pas de perdant quand ça va être réglé. C'est ça la différence avec un référendum. Oui, mais présentement, ils ont l'impression de tout perdre à chaque fois qu'ils négocient un envers l'autre. Parce qu'à chaque fois qu'ils amènent un nouveau point, ils disent « Ah non, c'est dégueulasse, ils ressortent de la table, tu sais. » Ouais, mais sauf que s'ils s'ostinent sur 53% ou 52%, c'est moins grave que 0 ou 52%. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont s'entendre, puis les fans vont être contents. Tout le monde va oublier qu'il y a eu des capricieux puis des gros égos, puis tout le monde va se remettre à suivre son équipe, je suis sûr. Moi, je pense en ce moment, ceux qui sont gagnants, c'est ceux qui font des shows d'humour, parce que... Oui, ça, c'est vrai! Nous autres, quand on est sur un stage puis qu'il y a une soirée de hockey, on fait « Ah, tabarouette, il y aura pas grand monde! » Mais là, tous ceux qui font d'autres sports ou d'autres showbiz que le hockey en ce moment sont contents parce que ça ramène du monde, Ouais, il y a les cages au sport qui sont en train de pleurer, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, la souveraineté du Québec, selon toi, dans ta boule de cristal, quand est-ce qu'on va faire ça, là? On va-tu régler ça pour une fois pour toutes? On va tout voir ça de notre vivant, ça, c'est sûr. Ça, ouais? C'est sûr, parce que quand on demandait aux Québécois il y a quelques années, vous sentez-vous plus Canadien que Québécois, il y en avait une majorité qui disait plus Canadien, puis là, de plus en plus, les gens se sentent plus Québécois que Canadiens, puis c'est rendu dans les 60-70%, puis c'est très corrélé avec le résultat des référendums. Okay. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on fait une consultation, qu'on l'appelle référendum ou consultation populaire, ou quelle que soit la forme ou la mécanique, moi, je pense que si le travail est bien fait, le oui va passer. OK. Nice. Bon, puis là, mettons que moi, là, OK, je suis n'importe qui, là, mais j'ai envie de devenir un candidat d'Option nationale. Ça se fait comment, ça? À partir du moment où je me dis, crime, j'ai envie de m'impliquer, je veux être un candidat. Mais on va te voir, ça passe en général par des investitures qu'on appelle. C'est que les membres, les militants d'un coin, donc un comté de Longueuil ou un comté de Montréal, se réunissent pour élire un candidat local. Ça s'appelle une investiture. Okay. Dans la dernière élection, comme on n'avait pas d'exécutifs locaux de créer partout au Québec, il y en a beaucoup qui ont été choisis par un comité national qui choisissait des candidats. Mais quand le parti va être établi dans les 125 circonscriptions avec un exécutif, c'est les membres eux-mêmes qui vont choisir démocratiquement leur candidat. Mais à partir de... bon, écoute, je peux pas dire que j'étais un gars hyper clean, j'ai fait toutes sortes d'affaires dans ma vie. Je veux dire, est-ce que ces affaires-là vont venir me chercher si je me présente comme un candidat? Là? Non, ça, on garde ça privé. C'est juste le jour où tu vas vouloir une course à la chefferie contre moi, je dois tout ressortir. Et c'est dit en ondes. Non, mais j'en ai laissé des filles tout croche. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, on va passer à une petite pause musicale. Après ça, on va explorer ce qui te fait rire dans la vie, Jean-Martin. Okay. Parce que là, ça fait un méchant bout qu'on parle politique, là. On va... Ben oui, moi aussi, j'aime ça. Mais on va revenir. Québec fortifié, depuis Frontenac à siéger, bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruit, incendié, 4 mois par année dans les glaces prises et protégées. Pour l'historien ou le topographe, de pied en cap, Québec est toute sauf plate. Carnaval, festival, fête nationale, l'hiver comme l'été, les nuits sont malades mentales. La base
c'est la haute ville, c'est la mort des automobiles. Pour morts dans cette ville, vont rester mobiles. 30 escaliers déclinent ces deux réalités. Du Cap Blanc aux plaines jusqu'au fait de la ville. Au loin l'île Laurentide, l'île d'Orléans, panorama splendide. Depuis l'Astral, le Saint-Laurent irrigue sa vallée en aval comme une carotide. Car Québec, c'est le cœur du pays du Québec. Fier fief de la francophonie, Québec. Capitale septentrionale, bijou boréal des trois Amériques. Québec, l'attitude authentique du Québec. L'attitude nordique de Québec. 400 ans sur le cap diamant, porte ouverte sur le continent. Depuis des lunes et des lunes, on a pu prospérer en paix, protégé par la plume et l'esprit de Wendake. Et s'il faut un chiffre ou une date à célébrer, ça fait des milliers d'années que les Wendat sont arrivés. Quoi? En ce lieu d'exception, forteresse Sébastien, de ses lèvres pleines, le Saint-Laurent souffle son haleine sur les plaines. On respire et ça paraît un air pur, un air frais. Chez nous l'hiver, on l'embrasse à bras ouverts. Amenez-en des flocons du Prima, du fret, on n'est pas frileux au hockey. On se prend contre n'importe qui, mais je t'avertis, ça barre de long des bancs dans l'arène Bertie. Si c'est français, ça s'entend depuis plus que 100 ans. Pour la prononciation, tu le sais bien qu'on a raison. Comme Casso, on placote avec nos poteaux, puis on fait des clins d'œil quand on se prend en photo. Québec, c'est le cœur du pays du Québec. Fier fief de la francophonie, Québec. Capitale septentrionale, bijou boréal des trois Amériques. Québec, l'attitude authentique du Québec. L'attitude nordique de Québec. 400 ans sur le cap diamant, porte ouverte sur le continent. Québec, Québec, Québec. Capitale septentrionale, bijou boréal des trois Amériques. Québec, La voiture, la cité, les rivières, les moellons, Laurentiens, Haut-Saint, Charlebourg et Beauport. 400 ans sur le cap diamant, porte ouverte sur le continent. Québec, 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 La voiture, la cité, les rivières, les moellons, Laurentiens, Haut-Saint, Charlebourg et Beauport. Alors, on est de retour. On avait des discussions ici, là. Aucune. Jean-Martin Hossan, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie de tous les jours? C'est quoi ton type d'humour? Es-tu quelqu'un qui glisse? Es-tu quelqu'un qui... Arrête de donner cette idée-là. Non. Quelqu'un qui glisse, j'ai plutôt le réflexe d'aller l'aider puis demander s'il s'est fait mal. J'ai pas le réflexe de rire pantoute. Même mais si c'était drôle. j'aime beaucoup. Ça dépend qui glisse. Ouais. Mais j'aime bien les humoristes. Mon préféré au Québec en ce moment, c'est Guillaume Wagner. Je pense que c'est assez connu. Là. Je le trouve assez excellent, Guillaume. Puis en général, mon préféré, c'est Bill Hicks. C'est un Américain. Bill Hicks? Ouais. Qui est mort. Il est mort très jeune, malheureusement. Mais c'était un philosophe qui faisait de l'humour. Ouais. Je trouve qu'il était davantage philosophe qu'humoriste. Puis il était assez caustique. Là. Il n'y avait pas aucun fil. Ben, je me permets de Mais te qui est présenter Alex Douville, qui est pas mal Ouais. philosophe. Ouais. Mais, Ouais. Donc tu connais Bill Hicks. très, très bien, même Ouais. que je sais que c'est un des icônes, même un des idoles à Guillaume, Ouais, d'ailleurs. ouais. Puis ça se voit sur scène de toute façon, là, ça transpire là, un peu. là. En fait, il critiquait vraiment la société à travers des jokes très salés, mais c'était excellent ce qu'il faisait, Bill Hicks. Puis Guillaume s'en va dans cette ligne-là aussi. Oh oui, ben il est assez provoquant dans son humour et aussi dans sa façon de faire le marketing de son show. Là. Il Ouais. se permet de... C'est Beat the Clock. C'est pas pire, c'est Beat the Clock, ouais. Non, check mes pipes, tout ça, là. Écoute, quel numéro qui va rester, selon moi, ça va rester dans la conscience collective Je pense des que oui. Je Québécois. pense là. que oui. Ben, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est comme un peu là, le fameux phénomène de la télé-réalité, là, dans le sens que c'est ce que les gens ont accroché. Tu sais, maintenant, tu sais, c'est hey, t'as-tu vu le gars au resto? C'est le gars des gros pipes, le gars des gros pipes. C'est sûr que il reste accroché au moins un bon bout le temps qu'il décolle quelque chose. Ben, Donc, du moins, ça risque d'être à peu près le même effet que François Bellefeuille puis le Faucon. le Faucon. Oh, ouais, Il va- exactement, il va- exactement. Mais ça va sûrement amener de lui-même qui va vouloir avoir un détachement par rapport à ça. Ouais, mais il y a un Pas se gag faire- qui va venir leur surpasser puis que ça va comme enlever tout ce qui a été ben, créé. On l'espère, mais Je pense que Guillaume lui-même commence à en rire de ce joke-là parce qu'il C'est fait ça. tellement autre chose que ça. là. Ben oui. Il commence Oui, mais à rire du fait que les gens lui disent tout le temps Oui, fais-moi
pas ta joke des pipes. Des pipes, exactement. Puis des gars avec des pipes, ce qu'ils doivent y dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même un beau reflet de ce qui se passe là dans les occupations doubles, ces affaires-là. Donc, ton film humour favori? Comédie. Qui te fait rire, là? Et moi, j'ai longtemps regardé quasiment une fois par semaine le film Top Secret. Oui! Il y a des subtilités dans ce film-là qu'on découvre après la 32e écoute, là. C'est assez, il faut, puis des fois, même, je le regardais sans regarder les acteurs qui parlaient, puis tu regardes juste dans le décor en arrière, il se passe plein d'affaires. En arrière, ouais. Donc, c'est un film, je pense, qui était assez, très assez complet bien avec Val construit. Kilmer. Assez, Écoute, ouais, c'était assez bien vraiment construit. drôle, Ouais. là. Très niaiseux. Pas vu. Pas vu mon Voilà, nom. capable. T'as pas vu Top Ah, c'est assez Secret? Ah, vieux, c'est pas de ça. votre Ben non, génération, mais les il boys. était écrit sur le film quand j'étais arrivé pour le louer. Top Secret, j'ai pas loué. Bon. Non, mais Et où votre patrie? JP, c'est son genre d'humour. Jean-Martin, c'est le moment du quiz. Ultra rapide, mais pas dangereux. OK. Alors, voici comment ça se passe. Je pose des questions qui sont dirigées. Donc, je vais te poser 3 questions à toi, 3 questions à JP. Puis, Alex, tu vas faire équipe avec Mélanie. OK. Vous allez être les deux ensemble. Vous allez faire équipe. OK. Et, ben voilà, vous avez 1 seconde pour répondre à la question. Ce sont des questions généralement assez faciles. OK. Et si vous répondez pas bien à la question, droit de réplique aux autres. Parfait. OK? On va commencer avec toi, Jean-Martin. Allons-y. T'es prêt, là? Ah, je suis bien. Ben, brace-toi, là, ça va durer 1 seconde, là, ça va aller vite. Alors, première question, ce sera des questions sur la politique. Oui, tu sais, Mélanie, tout de suite, elle fait oh boy. Jean-Martin Hossan, quel est le titre de la personne élue pour diriger la province de Québec? Premier ministre. Ben oui, voilà. Facile. Non, non, Mais ben, pourquoi le buzzer de la mauvaise réponse? non, Non, c'est juste pour te seconde. dire Ah, que ok. t'as 1 seconde, Si tu c'est réponds juste après le le buzzer. c'est le timer, Ah, ok, ça. ok. Fini. C'est juste le timer. Jean-Martin Hossan, qui a été le premier chef du Parti québécois? René Lévesque. Ben oui. Facile. Non, j'en ai pris des Ah, faciles. là. t'es smart, ouais. Ouais, je sais. Au fédéral, quel parti politique se présente comme le défenseur des intérêts des Québécois? Le bloc. Le Bloc québécois. JP! Ah merde. On va essayer de puncher. J'espère que tu as bien écouté l'entrevue de Jean-Martin tantôt. Je vais essayer. En quelle année a eu lieu le premier référendum au Québec? En 95. Non, en 80, excuse-moi. Si je t'ai fait. Ben non, mais j'avais moi, non, mais je suis né en 80. Fait que pour moi, le premier, c'était 95. C'est juste ça. C'est pas ça que Non, ça. c'est un c'est pour bon ça. point. Si j'étais juge, je l'accepterais, ouais. Tu sais, moi, non, mais, tu sais, moi, le premier, pis celle-là qui a eu le plus d'éclat avec la campagne du oui, la marguerite, 95. Pour moi. Subjectivement, mais Désolé. au-delà de... Non, mais il y en a parlé. 80, j'étais pas là, gars. J'étais dans le ventre à ma mère. Ah! Permettez-moi de gérer les points. là. Ouais, c'est bon. Ça va te le correct. donner. T'as chié, là, c'est bon. Avant 1940, qui n'avait pas le droit de vote? Hitler. Non. Tiens, Les Mélanie? femmes? Ben oui. Les femmes. Les Nous, femmes. oui, Ah les oui. Ben oui. Mélanie. Juste Mélanie. Couture. Check bien la plug, là. Là, j'espère que t'es bien culturé dans ton Québec. Culturé. Moi, ouais. Quel premier ministre a annoncé en 1970 la construction du projet de la baie James? Pierre-Éliott Trudeau. Non. Droit de réplique. Robert Bourassa. Ben Ah. oui! Robert Bob Bourassa. Sorry. Bon, Alex ou Mélanie, C'est pas lui, par exemple. vous avez le droit de répondre tous les deux en même temps, ça me dérange pas bien bien. Dans un canot. avec Trudeau. Ou à tour de rôle, moi vous laisser une petite chance. Avec son compte indien à France. Alex, Ouais. quel est le titre de la personne élue pour diriger une ville? Mère. Ouais, un maire. Ouais. Alex ou Mélanie, quelle loi a été appliquée en octobre 1970? 101. Non. Non? La loi des mesures de guerre. Oui! Ouais! C'est la FLQ. Octobre. Ah ouais, c'est en octobre de 1970. Alex ou Mélanie, quelle fleur est sur le drapeau du Québec? La liste. Ben ouais, la laisse. Moi, Jean-Martin, t'as plein de points, là, ça va Ah, bien. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un lisse. Un lisse. Ok. Un lisse, c'est lisse. Jean-Martin Hossan est tu joues de la musique classique, donc j'ai préparé une section musique classique. En Je sais fait, j'ai une formation classique, mais c'est plus du commercial que je joue. OK, ben là, on s'en va dans le pointu, classique. Là. Bon, Je on sais est- que Alex a quand même une assez bonne culture dans le classique. ouais. On le voit à Song Pop quand on joue un Ouais, contre ouais. l'autre. Non, non, Oh! non, j'adore ça, moi, de la musique Tu classique. joues-tu à ça, Jean-Martin? Non. Non, Jamais mais joué. tu sais c'est quoi? Ben, en gros, oui, Vite mais fait, jamais joué. ouais. Application sur iPhone, les gens se lancent des challenges. Connais-tu Facebook? la tonne? Facebook? Facebook, en Non, c'est pas iPhone, là, c'est Facebook. Ben, moi, je la connais sur iPhone. Ben, il joue là, peut-être cette sur application. Facebook sur son iPhone. En tout cas. Série, donc, musique classique, Jean-Martin Hossan, nommé le compositeur du Boléro. Ben, Ravel. Ben oui. Ils sont pas top. Ben la question. Ben oui, tout le monde, ben oui! C'est quoi ça? Tu sais, moi, j'aurais dit Marvel.
X-Men. Yeah. Jean-Martin. Jean-Martin Hassan, quel est le titre de la personne qui dirige un orchestre symphonique? Le chef d'orchestre. Ben ouais. Facile. J'aime bien quand il lève ses épaules. Ouais. Imbécile. Question imbécile. Qu'est-ce que tu fais là? Jean-Martin Hassan, enfant prodige de la musique classique, il est le compositeur des Noces de Figaro et de la Flûte enchantée. Mozart. Ben ouais! Colin! Alexandre classique. JP! Yes! Ça y est. J'ai étudié mon arrêt de mort. Alright. JP, nommé le compositeur des 4 saisons. Beethoven. Non. Vivaldi. Vivaldi. Bravo, Alex. J'allais dire harmonium. Merci, Alex. JP, comment s'appelle l'orchestre de musique classique de Montréal? L'Orchestre symphonique de Montréal. Bravo. Ouais. Puis c'est Navarro. Nagano. Nagano. On était pas tu loin. vois, c'est ça qu'il fait. Quand même. Écoute, JP, quel compositeur classique était sourd? Muet. Non. Beethoven. Ouais, oui, Beethoven. Bravo. Alex ou Mélanie? T'as répondu trop vite tantôt. Le gars il est vraiment tout le temps constant. Alex ou Mélanie, nommez le compositeur de Casse-Noisette. Tchaïkovski. Oui. Un peu en retard. Ouais, c'était beau, ça. Très beau. Ah, non. De quelle nationalité est Tchaïkovski? Russe. Ben oui, russe. Et à quel compositeur doit-on la valse de l'empereur et le beau Danube bleu? Ah, ça c'est me dit quelque pas... chose. Droit de réplique? Strauss. Oui, Strauss! Ah. Johann Strauss! Très fort. Wow! Deuxième ronde, complétez la chanson. Walk of shame. Je retourne sur les bancs d'école. Alors, je vous donne les paroles d'une chanson. Vous devez compléter les paroles lorsque j'arrête et c'est monocorde, là. Ah, Je c'est fais pas vraiment la plate. mélodie, rien, Ok. là. Alors, les paroles pour Jean-Martin Hassan. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Wow, il connaît vraiment sa chanson. Ah. Solide, solide. JP, Ho ho, encore. l'an dernier à Tahiti, une jolie vaïnée avec son ukulélé m'a vraiment ukulélé. Elle vendait de fort beaux fruits avec son ukulélé. Quand on les avait choisis, il n'y avait plus qu'à les manger. C'est à toi. Les manger. Le ukulélé. J'ai Hawaïenne. pogné une Non, bille. non, c'est j'ai pas pogné hawaïenne. une bille. Non, mais je Est-ce sais. J'ai Vas-y. l'air dans la tête, mais Ouais. je l'ai pas vraiment tout. Ah, c'est quoi, donc? Avec son ukulélé. Oui, je sais. Il n'y avait plus qu'à les manger. Ok. Agadou. C'est pas Patrick Ouais, Zabé, c'est là, Agadou. c'est là. Ouais. Agadou, dou, Ah, poussin, ouais, le ouais, café. Agadou, dou, poussin. Ah, non. Mais lui, avec ukulélé, il Ça a me tout la fait prend. le lien. Ah, Hawaïen, ça doit être ça. Alex Douville ou Mélanie, à vous de compléter. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis le principal, elle s'appelait Saint-Cyril, la coop, le gaz-bar, la caisse-pop, le croque-mort, le magasin général. Sur la rue principale. Ouais, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il y a donc. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'on construit le centre d'achat. Pam, pam. Ouais, il y a dedans. Troisième et dernière ronde à tour de rôle. Toutes les réponses commencent par la lettre A. A pour Jean-Martin Hassan. Merci. Voilà. Jean-Martin Hassan, comment dit-on la lettre A en grec? Alpha. Ben oui, Alpha, facile. JP, Comme on aime nos fabricant hommes. des iPods. Apple. Ben oui, Apple. Alex Douville. Yeah. Et boy, plateforme compétiteur des iPhones. Aucune idée. Commence par un A. Android. Oui, Android. Oh, solide. Jean-Martin Hassan, nom de la chanteuse qui chante de la trame sonore du prochain James Bond. Adèle. Oui! Wow! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi énervé de connaître la réponse. C'est comme ça, ça fait ça. C'est de toute beauté. fallait pas De toute beauté. JP, Oui. personne qui voyage dans l'espace. Astronaute. Oui! Alex Douville, je butine pour faire du miel. Abeille. Ben ouais, solide. Ben avec tout ça, Oh, c'était victoire de Jean-Martin Hassan. Jean-Martin Hassan, la dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Ben en fait, Option nationale, ça se poursuit évidemment. Donc on va continuer à structurer et renforcer le parti partout au Québec. On va avoir un congrès début 2013. OK? Deuxième congrès du parti. Puis d'ici là, je fais beaucoup de musique. Ouais. Pour vous faire entendre ça de ces quatre. Ben j'aimerais bien, oui. Puis en début 2013, je devrais recommencer à travailler soit en finance ou dans l'enseignement qui m'attire beaucoup aussi. Là, t'es en break, le temps de faire de la musique, t'amuser un peu, prendre ça relax. S'il y a une job de rêve qui me tombe dessus, je vais écouter ce que les gens ont à dire. Mais pour l'instant, je prends du temps pour moi puis mes petits. Puis Mais la job de rêve, ce serait d'être chef.
premier ministre du Québec, non? Ça, par contre, ça venait juste aux élections, donc c'est pas ça pourrait pas me tomber dessus. Est-ce que tu crois que le gouvernement actuel va durer quand même assez longtemps ou on va ça retourner en élection beaucoup, bientôt? ça m'étonnerait beaucoup parce qu'il est vraiment très faiblement minoritaire. Ça m'étonnerait que ça dure longtemps, oui. On parle d'un an, là. Ben, ça m'étonnerait qu'il renverse au premier budget, mais l'autre ensuite, ce serait étonnant que ça passe poursuive, encore. Donc, mars 2014, à mon avis, c'est le plus long que ce gouvernement-là pourrait durer. C'est le maximum. OK, ça. À mon avis. Tes pronostics, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on va mettre un petit 10 là-dessus. Jean-Martin, 10 mars 2014. Moi, je vais dire quelque chose comme septembre 2013. Tiens. C'est pas impossible, ouais. Quelqu'un d'autre a une pronostic? On met un 10 là-dessus. Là. Je sais pas, moi je te suis, je mets 10 piastres. Ouais, mais faut que tu dises un mois. Puis un mois? Ok, décembre 2013. Décembre 2013, Alex? Oh, honnêtement, je sais pas sur quoi je pourrais fonder mes calculs, mais m'a dire mars 2014. Honnêtement, je pense que c'est fiable. Faut pas oublier que les gens renverseront pas le gouvernement en plein hiver pour qu'il y ait des élections en plein hiver parce qu'ils vont se faire haïr d'avoir fait ça. Donc, faut tout calculer ces choses. C'est vrai, ça? Oui. Pas vrai, là? On va ça. Donc, écoute, on se fait haïr rien que d'aller la voter. date du renversement du gouvernement va être calculée par ceux qui le renversent pour être sûr de pas se faire détester par la population. Un jour, on va-tu voter électronique comme tu fais ici? Ce serait très intelligent, ça s'en vient, c'est sûr. Je sais pas combien de temps ça Moi, va d'après prendre, moi, mais la ça grosse s'en va affaire là. qui nous empêche de faire ça, c'est le fait de pouvoir se faire hacker puis rajouter des votes puis que c'est pas assez, il y a pas de barrière. Mais il y a des nouvelles technologies de bio, de passer le pouce sur un lecteur, sur l'ordinateur pour certifier que c'est bien toi. Là. Ça existe déjà sans finance dans des systèmes de données financières. Mon concessionnaire a ça. Mais c'est ça, donc ça va venir peut-être dans tous les foyers puis on pourra certifier que c'est bien la personne qui a voté. Wow. Fait que là, il y a des gens qui vont se faire couper les pouces, c'est ça que tu essaies de me dire? J'espère que non. Ils vont aller prendre des pouces à la morgue. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Jean-Martin, je te remercie énormément d'être passé sur l'émission. C'est drôle, c'était un honneur de t'avoir avec nous. Et de terminer cette saison avec toi, c'est vraiment un plaisir. Merci C'est un plaisir beaucoup. pour moi aussi. Merci énormément, puis on espère sincèrement qu'un jour tu seras premier ministre du Québec avec tes idées. Je te remercie beaucoup de toutes tes bonnes intentions de faire du Québec. Mais c'est des belles valeurs, je pense, Bien que gentil, tu véhicules ben, à travers ton parti. Tu sais, très il y a apprécié. beaucoup de gens, comme tu as dit, je pense, dans ton intro, que les partis, ils se battent, mais pas les bonnes. En tout cas, c'est pas les bonnes phrases qu'ils utilisent. Là. C'est des affaires de peur, puis on est rendu carrément comme les États-Unis. On se soucie pas des bonnes choses. Là. On parle juste de rien, Bien d'accord. mais qu'il y a de la bonne chose. Ouais. Merci. Mais au plaisir. Merci Jean-Martin Sam. Bye. La radio allumée.